Bonjour et bienvenue à l'émission Choisie. Alors merci de vos réactions et de vos commentaires. Effectivement, cette semaine, nous allons continuer le débat, le passionnant débat que nous avons avec Maître Côté et Docteur Girard. Je rappelle que Docteur Marc Girard a écrit des livres et est spécialiste du médicament. Nous avons parlé et nous allons continuer à parler de la vaccination et de la médication. Parce qu'effectivement, le docteur Marc Girard soutient, j'allais dire justement, que la vaccination est un acte médical et comme un médicament. Merci Maître Côté, merci docteur Girard d'être à nouveau parmi nous cette semaine. Oui, je voudrais, si vous me permettiez, M. Couettou, souligner ou rappeler à nos auditeurs, pour ceux qui étaient avec nous la semaine dernière, mais que le docteur Girard nous parle de France, en banlieue de Paris, non loin de Versailles. Donc, c'est un visiteur de marque à notre émission et je l'en remercie chaleureusement. Merci à vous. Merci. Alors, la semaine dernière, il a semblé peut-être à quelques téléspectateurs que vous étiez opposés au vaccin. Alors en fait, pas du tout. Et en préparant à nouveau cette émission, vous nous disiez que non, il y a des vaccins qui sont bons. Et vous conseillez certains vaccins. Alors, si on essayait d'être rationnel et de faire de se dire que ce serait quoi un bon vaccin? Un bon vaccin, ce serait, compte tenu des risques que j'ai explicités la dernière fois sur les risques à long terme, c'est un peu la roulette russe le vaccin quand même. On vous bouleverse votre système immunitaire, on vous condamne pendant un certain nombre d'années à avoir des effets immunologiques, etc. Bon, bref, qu'est-ce qui vaudrait le coup de prendre ce risque? À mon avis, une maladie qui soit très grave, potentiellement mortelle, et une maladie contre laquelle on n'a pas d'alternative thérapeutique. Je suis désolé, alternative, ça va choquer les Québécois, je crois que c'est un anglicisme, hein, on n'a pas le droit de dire ça en français, mais bon, bref. Et aujourd'hui, moi j'en vois deux, c'est le tétanos d'une part, et d'autre part, la polio. Et en plus, on a quand même, alors justement, dans les études disponibles qui sont loin d'être parfaites, on a un certain nombre d'éléments qui laissent penser qu'effectivement, les vaccins contre le tétanos d'une part et les vaccins contre la polio d'autre part peuvent effectivement ont probablement une certaine efficacité. Alors la polio, il y a aussi beaucoup d'effets indésirables, enfin ça c'est un autre problème. Et donc voilà, maintenant si vous voulez, il faut quand même bien voir que la réputation de dangerosité de certaines maladies, elle est historiquement datée. Par exemple, quoi qu'on en dise, bon, la diphtérie, c'est une maladie qu'on voit plus, mais si aujourd'hui votre enfant fait une diphtérie, bon, il y a quand même tout un arsenal thérapeutique, à commencer par des antibiotiques, pour quand même minimiser le risque d'une évolution défavorable. Quant à la rougeole, alors la rougeole, ça nous ouvre à un autre flag, un autre signe de la propagande des lobbies pharmaceutiques, hein, c'est ce que j'appelle la globalisation géographique. On vous dit, mais vous vous rendez compte, il y a des centaines de milliers de gens qui meurent de la rougeole dans le monde. C'est vrai, mais pas ici. Pas ici. La rougeole... Voilà, ça dépend de l'ici que vous évoquez, parce que en France... Ici, dans le contexte nord-américain, nous avons eu un cas récemment, en janvier 2015, je crois, dont vous avez certainement entendu parler, de cas de rougeole qui ont émergé en Californie, plus précisément à Disneyland. Il paraît que... Tout à fait, j'ai parlé de ça. Mais ça s'est percuté au Québec. Il y a eu une dizaine de cas ici dans la région de Lanaudière, une ville qui s'appelle Joliette. Et justement, je pense que c'était quelqu'un qui était allé là-bas et qui aurait rapporté ça. Et aussi, les cas où la rougeole s'est répandue, cette dizaine de cas dans la région de Lanaudière, une région du Québec, c'était au sein d'une communauté religieuse, enfin, des gens qui avaient des convictions religieuses très fortes, qui les amenaient à rejeter les vaccins. Donc, aucun des enfants de cette petite communauté n'avait été vacciné. Qu'est-ce qu'il faut penser? Et évidemment, ça a été monté en épingle par l'industrie pharmaceutique pour justement contrer les objections contre les vaccins.
Et ça a fait tout un débat, tant aux États-Unis qu'ici aussi au Québec. Que penser d'une situation comme celle-là vis-à-vis d'une maladie comme la rougeole qui, sauf erreur, n'est pas mortelle? Alors, c'est une maladie extrêmement banale. Et donc, je vais commencer par un souvenir personnel, parce que bon, les souvenirs personnels, ça vaut ce que ça vaut, mais donc moi, je suis né en 1955, et ça, c'est pas un souvenir, mais on me l'a raconté, peu après ma naissance, ma sœur, qui avait 1 ou 18 mois de plus que moi, a fait une méningite à méningocoque. Et là, vraiment, c'était quelque chose. On commençait les antibiotiques dans la terreur que m'ont raconté. Mais heureusement, elle n'est pas décédée. Mais enfin, voilà ce que c'était qu'une maladie grave. Bon, je me rappelle très bien, moi, quand j'ai fait la rougeole, je devais avoir 5 ou 6 ans, je revois le même médecin, je pourrais même citer son nom, venir avec son sac de cuir. C'était vraiment pas l'urgence. Tout le monde, enfin, c'était embêtant parce qu'il fallait pas aller à l'école, mais il n'y avait aucune notion de la dangerosité de la rougeole. Alors le problème, voyez-vous, c'est justement que lorsqu'autrefois on faisait une rougeole, et tout le monde faisait la rougeole, c'était une maladie qui vous conférait une immunité à vie. Aujourd'hui, avec les vaccins, l'immunité, elle est plus du tout à vie. Elle dure, on ne sait pas trop, mais 10, 20, 15, 20 ans. Donc, c'est ça qui donne cette nouvelle gravité à la rougeole. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une immunité naturelle acquise via une maladie qui fondamentalement était une maladie bénigne, même si de temps en temps, parce que tout arrive, c'était une maladie bénigne, aujourd'hui, on a effectivement des jeunes gens de 20 ans ou de 30 ans qui font leur primo-infection rougeoleuse à cet âge-là, et autant c'est banal de faire une rougeole dans nos latitudes de pays développés à l'âge de 5, 6, 7 ans, autant c'est pas du tout banal chez un adulte. Donc on a là typiquement la façon dont une politique de vaccination irresponsable a complètement bouleversé l'écologie naturelle de la maladie et fait d'une maladie totalement banale, qui était vraiment tout à fait contrôlée, j'allais dire par la nature, par l'évolution, effectivement quelque chose de très gênant, parce que bon, on meurt pas beaucoup, on meurt toujours pas de la rougeole, mais enfin, véritablement, c'est quand même très ennuyeux de se faire une primo-infection rougeoleuse à 20 ou 30 ans. Et alors là, on rentre aussi dans un deuxième aspect de la propagande vaccinaliste, c'est l'aspect autoréalisateur. Au lieu de se dire, merde, quand le docteur Girard était petit, la rougeole, c'était vraiment quelque chose de totalement banal. On dit, mais il y a de plus en plus de rougeole. Alors, réfléchissons, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que par hasard, la politique de vaccination qu'on a faite ne serait pas responsable de cette modification de l'écologie de la maladie? Eh bien non, on ne pose même pas la question, et on dit, il y a de plus en plus de rougeole, donc il faut de plus en plus vacciner. Par conséquent, on a modifié complètement la physionomie de cette maladie. On arrive à un résultat qui d'ailleurs, dans les bouquins de médecine, moi dans mes bouquins de médecine des années 70, on disait attention, il ne faut peut-être pas vacciner les enfants parce que justement il y a ce problème d'immunité, etc. C'est pas un imprévu. C'est pas... Bon, le risque qui était parfaitement envisageable, c'est-à-dire qu'on a compromis finalement l'immunité à cette maladie, c'est réalisé, et au lieu de dire on a fait une connerie et on revient en arrière, on dit faut revacciner les gens. Bon, mais revacciner les gens, c'est chaque fois leur infliger une nouvelle immunisation, de nouveaux adjuvants, un nouveau bouleversement de votre système immunitaire. Alors, vous parliez tout à l'heure des problèmes, des accidents de temps en temps de rougeole. Notez également que quand on vous raconte que quelqu'un est mort de la rougeole, on ne vous raconte jamais l'à côté. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des gens qui sont immunodéprimés, il y a des enfants qui ont des cancers, c'est sûr que là-dessus, quand vous êtes là, la moindre maladie infectieuse, le moindre rhume peut vous tuer. Mais je vous dis aujourd'hui, des gens comme vous et moi, on n'est quand même pas si fragile que ça par rapport aux infections banales qui sont celles alors là, du coup, j'ai envie de dire, ça nous ouvre à une autre porte qu'on a abordée en préparant cette émission, qui est le domaine de la foi, parce que en fait, derrière, il y a une philosophie, derrière tout ça, il y a une philosophie qui est que l'homme est déficient, et que l'homme étant déficient, il faut compenser un méfait de la nature. Et donc, on voit bien qu'on a besoin de vacciner parce que la nature n'est pas capable, l'homme n'est pas suffisamment armé
contre la nature, en fait, c'est ça. Et donc, il y a un rapport à la fois qui est de croire qu'effectivement, l'homme doit supplanter une mauvaise création. Si vous me permettez, peut-être pas de foi, mais de conviction religieuse ou philosophique. Là. Mais oui, c'est ça. Souvent, docteur, nous, quand on aborde des professionnels du monde médical, on se dit, ben, ça y est, c'est le domaine de la science, c'est le domaine de la raison. Et curieusement, quand on parle des vaccins, avec ces mêmes professionnels de la santé, on a parfois, on fait face à des réactions très émotives. Ça suscite au sein du corps médical des réactions émotives qui, à mon sens, à moi, relèvent moins de la raison et plus de la passion et peut-être même, oui, presque de la foi ou du dogme. On doit croire au bienfait des vaccins ou ne pas croire. Et là, est-ce que c'est pas une question justement de croire ou de pas croire? Est-ce que ça ne doit pas rester dans la sphère de la raison? Est-ce qu'il ne doit pas y avoir un débat rationnel pour peser les pour et les contre? Parce que j'aimerais rappeler à nos auditeurs et surtout à ceux qui n'étaient pas avec nous la semaine dernière que vous, Dr Girard, vous n'êtes pas contre les vaccins, mais vous êtes plutôt en faveur d'une approche au cas par cas. Chaque vaccin doit être étudié un par un et on doit prendre notre décision en fonction de chaque vaccin. Je ferme la parenthèse, mais ça a été clairement dit à la première émission et ceux qui n'étaient pas avec nous doivent le savoir. Vous n'êtes pas anti-vaccin, mais vous dites attention, ce ne sont pas tous les vaccins qui sont également bénéfiques. Oui, alors vous faites bien de parler de foi, parce que vous parlez, j'ai dit que j'habitais du côté de Versailles, mais en fait, comme Monsieur Couetou, on est né pas très loin l'un de chez l'autre. Moi, je suis né en Mayenne, qui est l'un des pays les plus religieux de France, donc j'ai quelques idées de ce que c'est que la foi. Et alors, on n'a pas dit dans les présentations, une deuxième raison pour laquelle je suis un perturbateur de la propagande habituelle sur les médicaments en général et sur les vaccins, c'est que de formation, moi, j'étais pas médecin, j'étais mathématicien. Bon, et je suis devenu médecin dans un second temps, justement parce que j'étais très préoccupé par les problématiques de foi, de démonstration, de qu'est-ce qu'il y a de scientifique en médecine. Hein. Bon, et effectivement, on se rend compte qu'il y a très peu de choses scientifiques en médecine. Alors, tout à l'heure, on parlait des médecins qui se sont laissés entraîner dans des domaines auxquels ils n'ont pas été formés. Et on voit bien aujourd'hui, par exemple, je vous ai raconté ce souvenir d'enfance, aujourd'hui, il y a une majorité de médecins qui savent simplement plus faire un diagnostic de rougeole. Alors, ils sont là à vous raconter ce qu'on leur a fait croire sur la rougeole comme maladie terrible, mais quand ils ont un enfant rougeoleux sous les yeux, ben, ils sont même pas capables de faire le diagnostic. Et on le voit, bon, pour la rougeole, c'est pas très grave, mais pour les méningites, moi je suis dans mon travail d'expertise pour les autorités judiciaires, je suis absolument frappé du nombre de méningites qui, on vous dit, des méningites fulminantes. Méningites fulminantes, ça veut dire des méningites foudroyantes. Il y en a toujours eu, c'était notre terrain, mais c'était rare. Aujourd'hui, lisez les journaux, chaque fois qu'il y a une méningite, elle est fulminante. Pourquoi elle est fulminante? Tout simplement parce que les médecins n'ont pas fait le diagnostic. Ils savent plus faire ça. Donc, on leur a appris plein de choses sur les vaccins, etc., mais on leur apprend plus le B à bas. Effectivement, moi, il y a 2 ou 3 choses. Bon, maintenant, je suis plus praticien, je suis un homme de dossier, mais si vous voulez, il y a quand même 2 ou 3 choses, 2 ou 3 erreurs que j'aurais voulu ne jamais commettre dans ma vie. C'est passer à côté d'une crise d'appendicite et passer à côté d'une méningite. C'est les 2 choses auxquelles je pense systématiquement quand un enfant est malade. Alors maintenant, sur l'arrière-fond qui a donné naissance à cette discussion, la question de la foi, c'est aussi, on a parlé, pas suffisamment bien entendu, des effets indésirables des vaccins, c'est-à-dire vous donnez une substance étrangère et elle peut causer des phénomènes allergiques, des phénomènes... Mais l'autre effet indésirable dont on ne parle jamais, c'est de quoi prive-t-on les individus et plus encore la collectivité en essayant de se battre coûte que coûte contre toutes les maladies infectieuses. Quand j'ai fait mes études de médecine, j'étais à Necker Enfants Malades à Paris, c'est le grand centre de la cathédrale de la pédiatrie. Et là, j'étais en service d'ORL, les maladies infectieuses de l'enfant, et mes patrons insistaient beaucoup sur ce qu'ils appelaient la maladie d'adaptation. C'est-à-dire que un enfant, quand il naît, il est vierge immunologique. Et en l'espace de quelques semaines, de quelques mois, de quelques années, il va devoir s'immuniser contre des centaines
d'agents pathogènes, viraux ou bactériens. Et ça, c'est comme ça depuis le début de l'humanité, c'est comme ça que ça fonctionne. Et si vous essayez, notamment par l'intermédiaire des antibiotiques, chaque fois qu'il fait un peu de fièvre, de casser ça, vous avez à la fin des enfants, alors on voyait notamment des enfants fragilisés avec toutes ces pathologies des temps modernes qui n'existaient pas autrefois, les mastoïdites, les otites séreuses, qui sont en fait des infections très banales, qu'on n'a pas laissé aller jusqu'au bout, et on fait de plus en plus des infirmes, des infirmes immunologiques. Prenez l'exemple de la grippe, par exemple. Bon, moi, je vous ai dit, je ne suis pas immunologiste, je ne suis pas spécialiste des maladies infectieuses, mais il me paraît à peu près évident que si cette maladie, elle s'est maintenue au cours des siècles et au cours des millénaires, c'est qu'elle a une fonction dans l'évolution. C'est-à-dire que, bien entendu, on ne peut pas être immunisé contre tout. Et je crois que, de temps en temps, eh bien, la nature nous restimule finalement nos défenses immunitaires via toutes ces agressions virales de l'hiver qui vont du rhume à la grippe. Et je pense qu'il faudrait réfléchir très sérieusement au mal collectif que nous faisons en essayant coûte que coûte d'empêcher les gens de s'ouvrir finalement à cette réimmunisation tout à fait naturelle. Alors on va vous dire, oui, mais vous vous rendez compte, il y a des vieux qui meurent de la grippe. Oui, d'accord, mais moi, je peux vous dire, il y a plein de vieux qui meurent du vaccin contre la grippe. Est-ce que vous êtes en train de nous dire, qu'il y a vraiment deux philosophies, parce que finalement, en arrière-fond de nos actes, il y a toujours une philosophie, même si on n'en a pas toujours conscience. Mais est-ce que vous êtes en train de nous dire qu'il n'y a pas une philosophie qui part du principe que finalement, la nature, pour ne pas l'appeler autrement, gère et sait gérer l'humanité, et la nature va régulariser, va aplanir, va transformer l'humanité de manière à ce que l'humanité progresse. Et puis de notre côté, une philosophie qui pense que l'homme doit lutter contre la nature, et dès qu'il y a un inconvénient, c'est un défaut de la nature, et qu'à ce moment-là, on a une opposition entre l'humanité et la nature. Est-ce que ce serait un peu ça, deux appréhensions, deux philosophies différentes? Alors oui, tout à fait. Mais si on dit ça, on va s'exposer aux reproches bien connus de vouloir rester à l'époque des cavernes, d'être une espèce d'écolo, etc., etc. Moi, j'ai un argument extrême. Je suis quand même un spécialiste des essais cliniques. Et dans les essais cliniques, il y a la notion fondamentale de puissance statistique. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on arrive à faire? Bon, de combien de sujets et combien d'essais faut-il faire pour arriver à être sûr de la réponse? Eh bien, en réalité, on n'est jamais sûr de la réponse, on n'a jamais assez de sujets, ni jamais assez d'essais. Et moi, je dis à ceux qui me disent « vous êtes un homme primitif », je dis « la nature, depuis qu'elle existe, a une puissance statistique, c'est-à-dire effectivement, l'homme a été exposé depuis des millénaires ou des centaines de milliers d'années à des tas de phénomènes, notamment infectieux, et petit à petit, son immunité s'est constituée comme ça. Alors bien entendu, de temps en temps, il y a des dérapages. Enfin, ça faisait partie aussi d'une sagesse qu'on avait autrefois. Bon, quand un enfant était enrhumé, on ne l'emmenait pas voir son grand-père de 85 ans. Bon, on savait qu'il y a trois façons de mourir de vieillesse. C'est un accident cardiovasculaire, un cancer et une infection. Quand j'entends dire « oh là là, il y a de plus en plus de cancers », bien entendu, les gens vivent de plus en plus. Le cancer, c'est d'abord une maladie, c'est une façon naturelle de mourir. Les accidents cardiovasculaires. Quand j'entends dire, par exemple, là, on touche à la philosophie, ah là là, tiens, t'as une sale tête aujourd'hui, ah bah oui, je viens de perdre mon père. Ah bah je suis désolé, il était malade, oh bah il a toujours été fragile du cœur. Bon, bah il avait quel âge? Il avait 95 ans. Bah moi, je voudrais bien être fragile du cœur et mourir à 95 ans. Mais vous voyez, je crois que les gens, ils ont perdu quelque chose de... Et je repense toujours, je connais pas j'ai pas le titre en anglais, non, mais de toute façon, on est au Québec, mais il y a quand même un historien américain qui m'a beaucoup frappé, c'est Christopher Lasch, qui a écrit La culture du narcissisme. Et la culture du narcissisme, c'est aujourd'hui la façon dont les gens sont devenus des consommateurs totalement hystériques. On disait tout à l'heure, bon, il y a encore 20 ou 30 ans, quand quelqu'un de 80 ans avait un cancer,
bon, il disait foutez-moi la paix, laissez-moi tranquille les derniers mois que j'ai à vivre. Et puis, aujourd'hui, on voit des gens à 95 ans qui sont prêts à aller en service de réanimation avec des chimiothérapies qui servent à rien et qui coûtent véritablement la peau des fesses, parce que ils veulent pas perdre un seul jour de survie, si lamentable soit-elle. Là, il y a quelque chose qui relève de la philosophie et qui relève plus seulement de la médecine ou de l'évaluation scientifique. Docteur Girard, vous êtes donc spécialiste du médicament. Est-ce qu'on vit présentement une époque où nous donnons trop de médicaments? Est-ce qu'il y a un phénomène, à certains moments, de surmédication? C'est-à-dire de donner trop de médication, et qu'est-ce que ça peut avoir comme effet négatif? Alors, la réponse est indubitablement oui, et les raisons de ça, elles sont d'une part les raisons lucratives, c'est-à-dire l'industrie pharmaceutique pousse les gens à prendre des médicaments, bon, et deuxièmement, c'est là une responsabilité partagée. On ne peut pas dire seulement Big Pharma. C'est pour ça que moi j'ai des ennemis partout, parce qu'il y a des gens, quand ils m'entendent critiquer l'industrie pharmaceutique, ils disent oh, celui-là, il a l'air de cogner fort, ça doit être un type sympa. Puis on se rend compte que je cogne fort aussi sur d'autres gens, et je cogne fort notamment sur le consommateur moyen qui vit aujourd'hui dans un état que j'appellerais d'hypocondrie chronique, c'est-à-dire les gens, ils ont la trouille de mourir tout le temps. Mais on va mourir un jour. On va mourir un jour. Il n'y a pas de maladie plus sûrement mortelle que la vie. Donc, je suis d'accord que le plus tard sera le mieux, mais encore que, vous savez, il y a un indicateur dont on ne parle jamais. On parle d'espérance de vie. Et le véritable indicateur, c'est l'espérance de vie en bonne santé. Or, l'espérance de vie en bonne santé en France, qui n'est quand même pas un pays sous-développé, c'est de l'ordre de 62 ans. C'est-à-dire mon âge. Oui, j'y ai pensé, mais je ne l'ai pas dit, docteur. Et oui. Enfin, ça mérite quand même d'y méditer. Est-ce que ça vaut le coup? On voit des gens, mais véritablement, passé 60 ou 70 ans, ils sont tous les jours chez les médecins, au laboratoire, au machin, ils tiennent pas debout, ils pissent le sang tout le temps parce qu'ils ont des anticoagulants, etc. Qu'est-ce qui se passerait si on les laissait tranquilles? Ils iraient. D'ailleurs, c'est une pratique quand même dans les bons hôpitaux, ou encore, il n'y a pas très longtemps, quand une personne âgée était hospitalisée, on commençait par lui arrêter tous les médicaments. Et en général, il allait beaucoup mieux. Non, et voilà, ça c'est des problèmes qui nous éloignent un petit peu, font mine de nous éloigner des vaccinations, mais non. Les vaccinations, c'est le bras armé, finalement, de la criminalité pharmaceutique, de ce désir de faire du fric en exploitant la terreur des gens. Et alors effectivement, là c'est plus seulement la terreur narcissique. Mon Dieu, je vais peut-être mourir, c'est mon Dieu, mon bébé va peut-être mourir. Vous venez d'employer un terme très fort qui a une résonance en droit. Vous avez parlé de criminalité. C'est un mot que nous utilisons en droit pénal et en droit justement criminel. C'est une expression forte. J'aimerais que vous élaboriez davantage dans les 2 ou 3 minutes qui nous restent à l'émission. C'est peu de temps, mais vous allez loin en parlant de... C'est un terme très fort. Alors, je vais pas si loin que ça, parce que il y a un livre que j'ai à côté, je vais pas aller le chercher, mais qui est écrit en anglais par un dénommé Goethe, qui fait partie de la fameuse collaboration Cochrane, et qui parle, et lui il parle en anglais, excusez-moi, j'ai peut-être pas le bon accent, corporate crime, c'est-à-dire le crime de bon, et qui dans son introduction. Le crime corporatif. Voilà, le crime corporatif. Et ce livre, je le dis à nos amis québécois, vient d'être traduit justement au Québec par le professeur Turcotte notamment, et je crois Pierre Biron, en français. Donc il est tout à fait disponible en français, et je recommande absolument la lecture, parce que c'est à dresser les cheveux sur la tête. C'est-à-dire, on voit bien aujourd'hui qu'il y a eu une déliquescence absolue de l'éthique. Bon, tous, on cherche à faire de l'argent. Maître, je suis sûr que vous cherchez à gagner de l'argent, vous, monsieur Couetou. Moi aussi, bon. Mais la question, c'est qu'est-ce qu'on est prêt à faire? Qu'est-ce qu'on est prêt à faire pour gagner de l'argent? Or, aujourd'hui, on a une industrie pharmaceutique absolument dépourvue de la moindre moralité, avec simplement le seul but étant de faire le maximum d'argent. C'est-à-dire des prédateurs de la santé publique, qui se dissimulent, notamment auprès des parents, comme des défenseurs de la santé publique. Là, il y a vraiment... Alors, je vous laisse qualifier en termes juridiques, je vous laisse qualifier en termes moraux ou en termes philosophiques, mais le vrai problème, il est là.
Et je pense là-dessus, Dr Girard, que nous devons interpeller nos téléspectateurs en leur disant, comme mot de la fin, choisis de t'informer, non seulement vis-à-vis des vaccins, mais des médicaments en général. Et est-ce que les gens désirent prendre cela aveuglément ou s'ils désirent plutôt le prendre de façon informée ou en tout cas d'aller chercher le maximum d'informations possibles de façon à décider précisément s'ils consommeront ou non ces médicaments ou ces vaccins. Alors, oui, choisis aussi de vivre, c'est-à-dire ne te défends pas constamment contre des risques qui sont tout à fait imaginaires et dont la prévention te rapportera plus d'inconvénients que d'avantages, mais choisis de vivre tout simplement. Merci infiniment, Dr Girard. Merci, Dr Girard. Merci, Maître Côté. Merci à vous tous qui nous suivez. Et je rajouterai en terminant un petit mot, justement, Dr Girard a soulevé la question de vouloir gagner de l'argent. Eh bien, que nous voulions tous gagner de l'argent, eh bien, nous sommes en train de préparer une émission justement sur ce thème. Et j'espère que prochainement, nous arriverons aussi à faire un triplex, comme nous l'avons fait avec le Dr Girard, sur l'argent. Peut-on vivre dans une société sans argent? Nous la préparons avec des banquiers de Monaco. Merci beaucoup à tous nos éditeurs et à la semaine prochaine.